Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une comparaison entre deux bibliothèques Python vraiment incontournables pour la manipulation de données, Pandas et Polars. L'idée, ce n'est pas de se perdre dans des lignes de code, mais plutôt de comprendre les philosophies très différentes qui se cachent derrière chacune d'elles. Au fond, ces deux outils ont exactement le même but: nous aider à charger, nettoyer, transformer et analyser des données sous forme de tableaux. C'est vraiment le point de départ commun, la mission qu'ils cherchent tous les deux à accomplir. Voici le programme. On va commencer par regarder leur objectif commun, puis on plongera directement dans le cœur du sujet, leurs grandes différences techniques, que ce soit la gestion de la mémoire ou la façon d'exécuter les commandes. Ensuite, on analysera leurs API, avant de finir sur la question essentielle: dans quelle situation choisir l'un ou l'autre? Alors, commençons par la base. On a bien deux outils qui visent le même objectif, mais leurs origines et leurs approches, elles, sont radicalement différentes. D'un côté, il y a Pandas, c'est le standard, le vétéran qu'on connaît tous qui est au cœur de l'écosystème data science en Python depuis plus de 15 ans. Et de l'autre, on a Polars, le challenger tout neuf, écrit en Rust, avec une seule obsession en tête, la vitesse et l'efficacité, surtout quand on travaille avec de très gros volumes de données. Le terrain d'entente, la pièce maîtresse pour les deux, c'est le data frame. C'est cette structure de données fondamentale, une sorte de tableau à deux dimensions avec des lignes et des colonnes nommées. Pensez à une feuille de calcul Excel ou à une table dans une base de données, c'est exactement ça. Allez, on attaque la première vraie différence technique, et elle est de taille: la façon dont les données sont organisées en mémoire. Ça peut paraître un détail, mais ça a des conséquences énormes sur les performances. Et voilà une distinction absolument fondamentale. Pandas, qui s'appuie sur NumPy, a une vision orientée ligne. C'est comme s'il lisait les données ligne par ligne. En plus, il ajoute son fameux index, qui est une étiquette unique pour chaque ligne. Polars, lui, est basé sur Apache Arrow et pense orienté colonne. Il va d'abord traiter toutes les données d'une colonne puis de la suivante. Et par défaut, il n'y a pas d'index explicite, ce qui allège pas mal la structure. Cet index de Pandas, c'est une véritable arme à double tranchant. Côté pile, c'est incroyablement puissant, notamment pour les séries temporelles ou pour accéder à une ligne précise par son nom. C'est magique. Mais côté face, cette puissance a un coût. Ça consomme plus de mémoire et ça peut vite transformer les opérations a priori simples comme une jointure en un vrai casse-tête si les index ne sont pas parfaitement alignés. On arrive maintenant à ce qui est probablement la différence la plus palpable pour l'utilisateur: la manière dont les commandes sont traitées. On parle d'exécution immédiate contre paresseuse. Panda est en mode eager, c'est-à-dire immédiat. Chaque fois qu'on lance une commande, il l'exécute sur le champ. On filtre, il calcule. On groupe, il calcule. C'est très intuitif pour l'exploration, on voit le résultat de chaque étape. Le souci, c'est que ça peut être assez inefficace parce que ça crée plein de copies intermédiaires des données à chaque étape. Polars, à l'inverse, adopte le mode lazy ou paresseux. Là, quand on définit une opération, il ne se passe rien. En fait, on ne fait que construire un plan d'action, une liste d'instructions. C'est seulement quand on appelle la méthode collect à la toute fin que Polars regarde le plan complet, cherche des moyens de l'optimiser et l'exécute d'un seul coup. L'analogie de la recette de cuisine est parfaite pour ça. En mode lazy, on écrit d'abord la recette en entier. Prends ça, filtre comme ci, regroupe comme ça. Polars ne commence pas à cuisiner. Il attend d'avoir toute la recette, l'optimise, et c'est seulement à ce moment-là qu'il exécute le tout de la manière la plus efficace possible. Bien. Mais alors concrètement, dans le code, comment tout ça se traduit? C'est là qu'on s'intéresse à l'API, c'est-à-dire la syntaxe des commandes. L'API de Pandas est connue pour sa grande flexibilité. Il y a souvent plusieurs, voire de nombreuses manières d'arriver au même résultat. C'est un avantage, ça offre beaucoup de souplesse, mais ça peut aussi conduire à un code qui manque un peu de cohérence et qui parfois n'est pas optimal en termes de performance, surtout quand on commence à utiliser la méthode .apply. Polars, lui, prend le contre-pied. Il propose une approche beaucoup plus unifiée. Presque tout est ce qu'on appelle une expression qui s'enchaîne dans une grammaire très claire et cohérente. Que l'on veuille filtrer, créer des colonnes ou faire des agrégations, on suit toujours la même logique. Le code est souvent plus lisible et, grâce à ça, plus facile à optimiser. Alors la grande question, au final, on choisit quoi? Eh bien comme souvent, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend vraiment des besoins spécifiques du projet. Ce tableau résume assez bien le match si on prend les critères un par un. Pour la taille des données, Pandas c'est très bien jusqu'à quelques gigaoctets. Au-delà, Polars devient presque une nécessité. Côté performance, Pandas fait le travail, mais Polars est juste dans une autre ligue, souvent 5, 10, voire 30 fois plus rapide. Pour l'exploration de données, l'approche immédiate de Pandas reste reine. C'est plus interactif. Mais pour des traitements de données bien définis, l'API de Polars et ses optimisations font des merveilles. Enfin, c'est aussi une question de préférence entre l'écosystème mature de Pandas et l'approche moderne et ultra performante de Polars. Mais il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un combat à mort. Les deux ne s'excluent pas.
En fait, de plus en plus, on voit des flux de travail hybrides. On utilise la puissance de Polar pour faire le gros du travail, les calculs lourds, et ensuite on convertit le résultat en data frame Pandas pour des choses comme la visualisation de données ou l'intégration avec des bibliothèques de machine learning plus anciennes. Et tout cela nous amène à une dernière réflexion. Face au volume de données et aux exigences de performance d'aujourd'hui, la vraie question est peut-être, est-ce que nos données ne mériteraient pas une nouvelle approche? C'est une question qui pourrait bien orienter le prochain outil à ajouter à sa boîte à outils.